pour cette rentrée des Facebook Live du Boutao. On est vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Après cette pause d'été, nous avions laissé Isabelle avec un problème technique de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'Isabelle est au Québec. Il est midi là pour elle. Et déjà, ravie encore, Isabelle, d'avoir répondu à l'invitation après ce moment avant l'été. Ben oui, je suis très heureuse. Merci. Ravie, Emmanuel Paul, de vous retrouver aussi pour ce live et pour cette saison. Enfin, c'est partagé, on a attendu. Moi, j'étais très impatient. Oui. Mais il a fallu qu'on dise, c'est bien quand même de laisser les personnes rentrer. Et puis là, c'est parfait pour le timing, fin septembre. Et puis aussi, finalement, et c'est un bien et c'est un mal, nul ne le sait, dit le sage, d'inaugurer cette saison par cette thématique sur la naissance, la mort et la vie, m'apparaît et nous a apparu aussi comme une thématique à la fois large, existentielle, profonde et en même temps extrêmement contextualisée, actuelle, puisqu'avec la crise que nous vivons depuis plusieurs mois, avec cette folie, j'ose le dire, la peur de la mort, la peur de mourir, la mort a été très présente et beaucoup d'enjeux se jouent autour de cette mort, avec, pour ma part, une absence de réflexion où ce qui se vit aujourd'hui aurait pu amener à une sorte de levier de réflexion sur qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qu'on veut pour ce monde, pour cette société, pour les générations futures. Alors, c'est quoi la vie? C'est quoi naître? C'est quoi mourir? Quel sens je vais donner à cette vie? Et je pense que du coup, eh bien, cette thématique sur la naissance et la mort est parfaitement adaptée. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter Isabelle. Donc, à représenter Isabelle, peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, Isabelle, je vais quand même prendre, pour ne pas oublier, un petit papier. Tu es formatrice en accompagnement de la naissance et fondatrice du Centre Pleine Lune au Québec. Et tu es aussi, par ailleurs, autrice. C'est là où je vais regarder. Donc, de Aller-retour vers l'au-delà, aux éditions Le Dauphin Blanc, c'est un livre assez autobiographique, et notamment qui évoque le passage de ta maman qui aurait été un faux passage vers la mort. Et tu nous expliqueras pourquoi. La maternité au féminin et rituel de femme pour réenchanter la maternité, notamment qui est paru au courrier du livre. Il y a une phrase aussi que j'aime, que je cite souvent de Françoise Dolto, sur la peur de mourir. Et Françoise Dolto, dans un de ses ouvrages, disait « La peur de mourir, c'est finalement la peur de vivre ». Donc, je trouve cette phrase magnifique et encore une fois très dans le contexte. Alors déjà, Isabelle, pourrais-tu évoquer pour toi, à titre à la fois intime au niveau de ton expérience, que représentent les passages de la naissance et la mort que tu vois comme des passages initiatiques? Oui, moi, c'est vraiment ces deux passages-là m'occupent depuis de nombreuses années. En fait, c'est sûr que je me suis... En fait, même avant de m'intéresser à la naissance, j'avais déjà travaillé en soins palliatifs parce que j'ai une période de ma vie où j'ai été aussi une infirmière, donc dans le système de santé. Et, et déjà à cette époque-là, donc au début de ma carrière, toute cet intérêt pour cet accompagnement de la fin de vie, qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai travaillé aussi en soins palliatifs. Donc, il y avait eu vraiment cet intérêt pour ça très jeune. Et puis, c'est ça, après ça, il y a eu la naissance. Donc, en fait, ma propre expérience de mise au monde, en ayant un bagage aussi médical. Et puis tout ça fait beaucoup de sens dans ce qu'on vit, justement. Comment, finalement, ce qu'on nous enseigne ou ce qui est décidé, et puis nos expériences personnelles, où est-ce qu'elles nous amènent? Et c'est sûr que moi, cette expérience personnelle a ouvert une porte qui m'a amenée à, justement, me re-questionner comme professionnelle et me dire « Waouh! » La naissance n'est pas que ce qu'on nous a dit, en fait. Donc, ça n'est pas juste un passage à surveiller, à contrôler, à sécuriser, donc avec une sécurité extérieure. Et donc, moi, toutes ces années, ça a été vraiment une plongée dans cet accompagnement du subtil, en fait. En fait, c'est ça, c'est comme pour moi, la naissance et la mort, c'est comme deux portes de grands mystères qui font partie de notre vie.
Et je pense que ce que j'ai beaucoup cherché à faire, c'est comment est-ce qu'on peut justement parler de ces grands passages-là, comment on peut les apprivoiser, donc comment on peut apprivoiser cette part de mystère, puis intégrer cette part de mystère dans les conditions actuelles. En fait, je dis actuelles, au-delà de notre crise actuelle, mais il y a toujours eu ce questionnement pour moi. Qu'est-ce que je fais comme individu, comme humaine, dans ce passage-là, avec ce qui se passe autour? Et je trouve qu'on est plongé comme d'une façon très, très intense en ce moment dans cette réflexion-là. Et pour moi, finalement, me plonger dans ces deux passages-là, c'est-à-dire observer, accompagner, voir qu'est-ce qui les facilitait, hein? Pas seulement une compréhension rationnelle, mais et qu'est-ce que vivent les gens? Donc, on tombe tellement dans quelque chose de subtil, mais c'est sûr que ça m'a mis en contact avec la vie. Finalement, c'était de voir complètement différemment. En fait, je pense que c'était de voir la facette initiatique de ces grands passages-là, qu'on les vive, qu'on les accompagne, que quelqu'un autour de nous le vive, ça nous met en contact avec ce grand mystère qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment, je dis souvent que ça m'a appris la vie, ça m'a appris à vivre, de marcher sur ce fil de ces passages. Merci Isabelle. Imanou, Paul, ces deux passages, ces deux portes de la naissance et de la mort. Vous aviez écrit un article dans Génération Tao il y a de nombreuses années, quelle naissance pour quelle humanité. Vous en aurez pu et vous auriez pu rajouter, bien sûr, quelle mort pour quelle humanité. Oui, bien que je pense que la mort arrive avec le déterminisme de naissance. C'est-à-dire qu'il y a plutôt un lien quand même, un fil dans ce sens-là. C'est-à-dire que la façon dont je vais naître, la façon dont je suis conçu, la façon dont j'arrive au monde, oblitère quelque part une matrice environnementale où j'inspire à la naissance le monde qui m'entoure, et celui-ci va me déterminer d'une manière plus ou moins traumatique, plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable, mais en tout cas toujours d'une manière déterminante. Et cette imprégnation va se retrouver tout au long de ma vie, même si je l'oublie, dans principalement une lecture où on va voir dans des événements importants, des événements forts, on va retrouver ce déterminisme, on va pouvoir, quand on a un œil initié, le lire et voir ce que la personne retraverse en réactivant quelque part son déterminisme de naissance. Et tout ça va se cheminer donc jusqu'à aussi une façon de mourir. Alors d'une manière un peu caricaturale, mais pour faire comprendre le propos, on pourrait dire que plus on médicalise une naissance, plus tout le courant de nos vies et de nos passages se médicalise, avec l'appel et l'aide à des substances aussi pour pouvoir les traverser. Au lieu de chercher une transe naturelle, on cherche une transe accompagnée de substances. Et on va retrouver ça à la fin de vie, à la mort, avec ce même désir d'inconscience et ce même désir de substance pour pouvoir la traverser et la vivre. Et donc, on a un lien. En tout cas, dans l'article qu'on avait écrit avec Imanou, c'était l'hypothèse de recherche auquel nous croyons, mais que l'on proposait au monde et à la société, en ne comprenant pas qu'une société oublie de se poser cette question. C'est-à-dire comment une société, un groupe de personnes omet cette question alors qu'elle est complètement essentielle pour pouvoir vivre. Manu, tu voulais peut-être compléter. Oui, je disais que du coup, je t'écoutais parler, Isabelle, et je me souviens de notre rencontre subtile que tu habites, en fait, que tu déploies. Et je trouvais très juste quand, dans ce que vous dites, Paul et toi aussi, c'est de capter cette initiatique sous nos yeux et comment on n'a pas pu, pendant j'ai envie de dire toute notre vie, comment on peut passer à côté.
Et là, pour le coup, avec les expériences de chacun, chacune, et notamment aussi ce fameux article qu'on avait aussi écrit qui nous parle vraiment beaucoup, sur lesquels on fait attention, c'est le sensible de ces portes et ces possibles, et qui ont été effectivement pour moi aussi quelque chose qui a toujours été une recherche, un questionnement profondément. Et là, je vois que la porte de la naissance, la porte de la mort sont vraiment, je veux dire, c'est même une seule porte, c'est un seul espace qui, tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Et tout ce qu'on vit pour moi aujourd'hui, alors je le vis en permanence et ça switch tellement vite que ça le ramène en fait. Et ce subtil qui est vraiment en permanence, qui demande qu'à être écouté et j'en dire étiré pour que justement on ne soit plus dans la préparation surmédicalisée et on oublie le sens profond de ce que ça nous apporte et ce qui nous rend, comme tu disais Isabelle, totalement vivant. Parce que là, on est aux prises avec le vivant. On ne peut plus y échapper. Et donc, je trouve que cette situation nous ramène, boum, 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 revenez là. Vous avez peur de quoi? Et j'avais quelque chose que j'avais aussi pas mal aussi évoqué avec Delphine, c'était l'art de mourir avant de mourir. J'avais vraiment, je cherchais, j'étais en quête de ça. Et aujourd'hui, je dirais l'art de naître avant de naître. Donc, je suis toujours constamment en train de questionner ces deux espaces. Je voudrais rajouter justement une chose par rapport à mon parcours. Je pense que c'est peut-être intéressant pour même au niveau du corps social, parce qu'il me semble qu'il y a eu ce courant-là. Donc moi, je suis issu au départ d'un cheminement initiatique par la voie des arts martiaux. Donc dans la voie des arts martiaux, on est vraiment dans une porte qui est la porte de la mort, qu'on essaye d'approcher, on essaie de danser avec, ou en tout cas de la faire venir pour trouver l'intensité de vie, pour trouver la précision du geste, mais toujours donc dans une situation martiale que j'ai englobée, entre autres, pour comprendre, enfin quand je dis j'ai, c'est dans mes explications, mais ça vient d'autres personnes, dans l'idée de philosophie moraliste qu'on retrouve entre autres bien décrit dans ses travers par le Borsing et Léonard Rohr. Et donc, moi, j'y vois pas qu'un travers, j'y vois par contre une façon d'approcher l'intensité de vie. Puis, dans mon chemin, j'ai découvert d'un seul coup la porte de la naissance et son traumatisme, puis ce qu'on a appelé déterminisme avec Immanuel, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas tout le temps traumatisant aussi, une naissance. Et donc, mais par contre, c'était tout le temps déterminant. Et donc, j'ai un peu laissé tomber toute cette idée de philosophie moraliste, jusqu'à même devenir peut-être un peu trop branché dans la douceur, trop branché dans la conscience, trop branché dans l'idée de positif, de ceci, cela, de respirer, de déployer, etc. Et la situation de la crise actuelle me ramène de nouveau à ça, où je peux constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans le déni de leur propre peur du rapport à la mort. Des personnes qui ont pourtant médité, des personnes qui pourtant ont fait du rebirthing, des personnes qui ont fait la respiration holotropique, etc. et qui là se réfugient, peut-être même qu'on va retrouver la même chose dans non, non, ça va aller, il faut créons le nouveau monde, etc., etc. Et d'un seul coup, il y a la peur, je détourne le regard, et là je reviens moi et me ramène cette expérience-là de tout ce chemin d'arts martiaux, je me dis mais là non, Paul, regarde les risques, regarde ce qu'il y a là, regarde le risque de l'installation d'un régime totalitaire, le risque de cette pression. Et puis d'un seul coup, je pense donc à cette pression et je pense aussi en même temps à la naissance. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si ces deux portes, aujourd'hui, sont complètement collées et réunies et où à chaque instant, je sens absolument la nécessité d'être là et d'oser un peu voir mes peurs et derrière donc mes désirs de mort, et puis d'un seul coup de voir aussi comment la porte de la naissance est même déterminée dans ma façon d'appréhender et de ressentir ce qui se passe, cette pression, comme si cette pression était la pression à naître que vit un enfant qui resterait peut-être cool et tranquille dans la matrice qui est sa maman, s'il n'y avait pas un moment, un inconfort. Donc, il y a là aussi la leçon où à un moment, l'inconfort amène aussi à la naissance à autre chose. Sinon,
sinon, peut-être qu'on resterait dans une sorte de confort, de zone, etc. Donc voilà, je suis aujourd'hui, c'est comme si j'avais fait une boucle et ramené effectivement la philosophie mortaliste et la philosophie immortaliste, la naissance et la mort, dans une même conscience d'espace en tout cas. Isabelle, je t'ai vu prendre des notes. Non, parce que j'écrivais un mot, je me suis dit, je voudrais parler de ça. C'est bien. Parce qu'en fait, je suis comme ça, des fois, ça pop, puis j'oublie. Justement, c'est intéressant, c'était au moment où parlait Paul que quelque chose t'était venu et il y a sans doute eu un lien, une corrélation qui s'est faite pour toi. Oui, mais en fait, j'ai trouvé, en fait, tout cet apprentissage que moi j'ai fait, donc dans cette proximité par rapport à la mise au monde, donc ce qui est vécu par la mère, ce qui se passe avec ce bébé. En fait, ce qui se passe avec le bébé reste très mystérieux, en fait. Hein? Bon. Mais le mot qui me venait, en fait, par rapport au vivant, parce que c'est sûr que ça m'a mis vraiment en contact avec le vivant, et plus les années ont passé, plus ça m'a amené de l'humilité par rapport à ce qu'on croit qui est en train de se passer, et qu'en fait, le chemin que prend le vivant à ce moment-là me démontre que j'avais une idée, j'avais une interprétation de ce qui était en train de se passer, mais qu'en fait, ça m'a amené ailleurs, j'ai découvert autre chose. Et ça a été très transformateur dans ma vie. Et je pense que l'accompagnement de ma mère est l'exemple typique de ça. Je pense qu'elle va mourir. Je choisis de débrancher le respirateur parce que là, je sens que c'est fini. Et ça, c'est mon intuition. Et finalement, l'équipe me dit, en effet, il n'y a plus aucun organe qui fonctionne. On la débranche, donc on débranche dans cette idée qu'elle va mourir. Et le vivant me surprend une fois de plus et me dit, finalement, elle ne meurt pas. Mais ce qui est fascinant, c'est que son expérience, quand elle la raconte, c'est parce qu'on a pris cette décision de débrancher qu'elle a eu cette liberté et cet accès à ce grand mystère. Parce qu'on n'a pas voulu contrôler et insister. Et peut-être que ça l'aurait fait pareil, en fait, j'en ai aucune idée. Hein. Mais dans son vécu à elle, cet environnement qui laissait faire les choses, en fait, parce que j'ai beaucoup appris ça, au fait, aussi à son chevet, de dire, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, mais je vais avec ce mouvement-là. Et je ne sais pas où on s'en va. Mon idée était quand même qu'on s'en allait vers la mort. On a débranché, on a arrêté les traitements, le prêtre est venu, il lui donne l'extrême onction. Et il y a ce truc qui se passe où elle revient guérie. Qu'est-ce qui a fait ça? Personne ne peut l'expliquer. On peut chercher toutes sortes d'explications, mais c'est vrai qu'on n'en a pas. Donc, en tout cas, moi, cette fluidité du vivant qui nous surprend beaucoup, qui nous surprend très souvent, m'a amené en fait à avoir une posture assez... ça m'a fait découvrir l'humilité, je pense, une certaine humilité par rapport à tout ça. Et j'ai bien vu qu'après ça, c'est quelque chose que j'avais touché déjà avant d'accompagner ma mère avec les naissances, de me dire « Oh mon Dieu, ça va mal. Oh mon Dieu, ce médecin, il fait un truc qu'il ne devrait pas faire. » Et en fait, il fallait que je me parle dans cet espace-là pour dire « Est-ce que, quoi qu'il se passe autour, je peux respirer avec le vivant ?» Et elle va trouver, comme l'eau qui trouve toujours son chemin entre les roches, elle va trouver son chemin. Quel sera ce chemin? Je ne le sais pas, mais c'est ça le grand mystère, c'est ça ces grandes surprises que nous offrent ces grands passages. C'est pour ça qu'on a dans notre prise de conscience à un moment, donc par le cri primal, le rebirthing, Frédéric Le Boyer, pour une naissance en violence, où d'un seul coup, nous, avec beaucoup d'autres encore avant nous, on prend conscience du traumatisme de naissance. Et c'est vrai que là, il y avait une sorte d'absence et d'un seul coup,
je cite souvent la photo dans le livre de Frédéric Le Boyer pour une naissance sans violence de ce bébé qui est retourné la tête en bas, tenu par les pieds, et où la maman est ravie, le papa est ravi, le médecin aussi, etc. Et donc, quand on tourne la page du livre, la photo est retournée, et là, on voit un bébé en gros plan qui hurle de douleur. Son visage exprime la douleur. Et donc, on a été vraiment dans cette prise de conscience qui a été un choc vraiment de l'inconscience et du traumatisme de naissance. Mais après, dans notre de la naissance médicalisée, peut-être? Oui, oui, c'est ça. Et donc après, par contre, dans nos accompagnements aussi, on a vu que ce qu'on pouvait, nous, en tant qu'accompagnateurs de quelque chose que vit le bébé, on va prendre ou on va croire que ça, c'est traumatisant. Et en fin de compte, pour le bébé, non. Exactement comme pour ta maman, ce même dégage. Si les bébés pouvaient parler, ils pourraient peut-être être traumatisés par des choses qui, pour nous, on trouve plutôt sympa. Et puis des choses qui nous apparaissent, oh là 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 là, bah en fin de compte, pour le bébé, c'était peut-être intense, mais pas du tout traumatisant. Donc, quelque part, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'on a amené l'idée de déterminisme plutôt que de traumatique. Voilà. Et pour justement envisager que même ce qui est agréable, même ce qui est agréable et qu'on a repris un terme de Jodorowsky pour le signifier parfumé, est déterminant. Et donc, je suis déterminé même quand ma naissance est, on va dire, agréable. Et comment elle me détermine? Et pour nous, cette question de conscience est une aventure magnifique de l'humanité. Tout le monde devrait avoir le goût de se poser cette question: comment ma naissance et ma conception me déterminent dans mes goûts, mes choix, mes orientations, etc. dans la vie, et comment je surfe avec tout ça. Enfin, voilà, philosophiquement, nous, ça nous paraît une évidence, mais qui n'est pas partagée par beaucoup encore, malgré cette percée extraordinaire qui date quand même maintenant de dizaines d'années. Et c'est intéressant, juste pour faire du pouce encore là-dessus, c'est justement comment on a interprété ce vécu d'une femme qui met au monde un bébé par elle-même. Donc, dans cette danse avec son bébé, ça a été interprété comme étant difficile, douloureux. Donc, et donc, on a choisi de contrôler son environnement, de surveiller d'une certaine façon et de se dire, si je fais telles interventions, je vais faciliter. Parce qu'en fait, tout ce qui était du règne, j'allais dire, en tout cas de l'instinct et de l'expression et du mouvement du corps, fait encore peur. Mais il ne fait pas peur qu'au milieu médical, il fait aussi peur aux femmes, aux hommes, quand on témoigne de voilà ce qui peut se passer quand tu mets au monde un bébé. Et je vois quand même beaucoup de réactions de dire, mais moi, je préférerais que ce soit soft, c'est-à-dire que ce soit silencieux, et cette notion d'accepter le contrôle extérieur, le message est très bien passé donc, depuis toutes ces années. Donc, il y a une acceptation de ce contrôle extérieur en disant, ça va faciliter mon expérience. On est en plein dedans. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que la nuance que j'apportais, c'est que ça ne vient pas juste de l'extérieur, tu sais, c'est comme on le choisit aussi. Les gens le choisissent quand même parce qu'il y a toujours eu des femmes qui n'ont pas choisi ça et qui se sont et qui ont vraiment vécu, parce que je veux pas, c'est au-delà du choix en fait, c'est comme cette vie qui jaillit et qui est écoutée et qui est suivie. Quand moi j'ai accompagné ce genre de femmes dans des milieux hyper médicalisés et tu rentres dans un grand hôpital hyper médicalisé qui a plus de 90% de péridurale, donc ça nous donne une idée du taux d'intervention. Et quand ces femmes et leurs partenaires, en fait, sont totalement habités et laissent vivre ce vivant en eux, il n'y a personne qui rentre dans leur espace. Et ils n'ont pas à être contre. C'est l'émergence de la puissance du vivant qui est extraordinaire à voir et qui trouve sa route. Imanou?
J'écoutais profondément tes mots parce que ça me ramène à mon propre accouchement et j'ai tout de suite perçu que justement, je n'aurais pas ce genre d'accouchement. Donc, oui, il y a eu quelque chose qui s'est produit où justement cette écoute, ma sage-femme, la sage-femme qui était présente, n'avait pas sa sagesse justement et n'avait pas cette écoute, cet espace-là. Et j'ai été vraiment confrontée violemment, puisqu'en plus mes constantes étaient en risque et je risquais aussi de mourir. Donc, mais moi, j'avais fait le choix, encore une fois, j'avais dit, j'irai jusqu'au bout. Et j'ai dit, je verrai bien. De toute façon, je ne suis pas partie pour mourir, même si c'était le pronostic de soit l'enfant, soit moi. Et du coup, je n'avais pas laissé un espace. Mais malgré tout, je ne savais pas où ça allait se produire. Ça n'allait pas se passer comme un conte de fées. Donc voilà. Et effectivement, cette femme, et malgré avoir cheminé sur la naissance, je m'étais hyper bien préparée. En général, c'est tout le temps comme ça. Pour beaucoup, quand elles ont... Enfin, pour moi, je parle pour moi. Quand tu aspires à vraiment comprendre le mystère de la vie et comment ça se produit, ben on te donne de quoi apprendre. Et c'est la leçon de ta vie. J'ai pris la leçon. C'est très intéressant hein, ce que tu dis quand on se prépare pour le vivre d'une certaine façon. Tu vois, exactement. En fait. Et donc, on vient de cristalliser une façon, un chemin. Or, en effet, il y a des chemins qui ne sont pas faciles. En fait, quand je parle, c'est ça qu'on interprète mal. Donc, je suis contente de le préciser. Quand je parle de cette puissance, ça ne veut pas dire que ça va être juste cool et facile. Non, absolument. C'est juste, c'est pas forcément. Et donc, quand je comprenais ça au fur et à mesure, enfin, c'était fort parce que ça va tellement vite là-haut hein, et c'était pas la naissance idéale et c'était pas le truc que j'avais imaginé et que malgré tout, ben, je me suis dit oui, mais tu as cherché le mystère de la naissance et tu étais en risque et là, tu vas le traverser. Et j'avais vraiment, je me suis accrochée. On en a parlé déjà, mais j'aime de te réentendre, le redire avec le temps, la maturité, tout ce qui se passe en ce moment. Et ce mystère tellement sensible qu'il est presque comme une plume, on peut faire et pas le voir. Et du coup, c'est de vraiment ne pas le froisser pour pouvoir être au plus proche de ça. Ouais, c'est vraiment pas faire de bruit et laisser se déployer ce qui soit se déployer. Et ça se déploie un petit bout d'aile à la fois. Donc, on ne sait jamais, OK, où est-ce qu'on s'en va? Et souvent, quand je veux justement essayer quand j'essaie de transmettre cet état-là que les femmes traversent, parce que c'est une traversée finalement, l'issue comme telle, finalement, exactement comment le bébé va naître, exactement. En fait, on ne le sait jamais. Parce qu'en effet, un bébé peut avoir besoin d'aide, un bébé peut moins bien aller, une femme peut moins bien aller. Mais donc, comment cette traversée se fait? Et ça, on le voit lors du dernier souffle. Finalement, le dernier souffle, c'est le dernier souffle. Mais c'est la traversée jusque-là qui est initiatique. Et c'est la traversée des femmes qui est initiatique. Ce n'est pas l'issue de la mise au monde. Oui. C'est la traversée. Puis je dis des femmes, puis des personnes qui sont à côté. Puis je veux dire, il y a un impact quand même. Les collatéraux, comme on dit, les effets collatéraux bénéfiques. Moi, j'appelle ça les effets bénéfiques, l'onde. Et on est vraiment traversé. Mais oui, on est traversé. À la fin d'un souffle, quand la personne va rendre son souffle, et on a partagé ça avec Delphine, ou on amène un enfant à prendre son souffle de mammifère, et ben c'est waouh, c'est waouh. On dit waouh parce qu'il y a beaucoup de choses d'impalpables, d'indicibles, et qui pourtant nous traversent et qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Et on n'a pas les mots. Mais ce waouh n'est pas transhumanisme. Non. C'est-à-dire que pour moi, le lien, c'est que l'évolution qui est voulue par une certaine partie de notre aristocratie techno-financière mondiale, c'est justement de dominer, d'organiser,
de conventionner, de sécuriser la naissance, la vie, la mort, etc. Et l'attitude, par contre, que tu as développée, Isabelle, par exemple, dans ton accompagnement, c'est une attitude qui donc ne prévoit pas l'heure de la naissance, ne prévoit pas le jour, ne se met à disposition et tu as appris des choses, on croit que le chemin va être comme ça, mais non, il se présente autre chose. Et donc, il est important d'être disponible à ce vivant-là sans pouvoir l'organiser, le prévoir, etc. Ça ne veut pas dire ne pas être formé, par contre, parce que ça veut dire pouvoir justement être très bien formé pour pouvoir être là, présent au moment. Et là, je refais un lien qui peut surprendre encore peut-être des personnes par rapport justement à la leçon initiatique des arts martiaux. Dans la leçon initiatique des arts martiaux, le plus important, ça n'est pas d'être plus fort en situation de combat ou que l'autre, que son partenaire, etc. C'est de pouvoir monter son niveau d'improvisation, c'est-à-dire d'adaptation à une situation. Mais pour que cette situation apparaisse, déjà, il faut s'engager. C'est-à-dire que l'échange dans la situation martiale ne naît que s'il y a l'engagement. S'il n'y a pas l'engagement, rien n'est. Il n'y a pas de création s'il n'y a pas un engagement dans le combat. Donc là, je parle de combat et cette situation martiale spécifique. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que la chose n'est que si je m'engage et tout ce que j'ai, là où je me suis formé, va donc me servir pour, par contre, pas pour répéter, pas pour exécuter, pour être présent à ce qui apparaît. Au vivant. Et dans ce qui apparaît, eh ben, je vais acter plus ou moins bien des choses, qui fait que je vais apprendre encore, etc., etc. Et pour moi, je vois tellement ça, mais c'est tellement ce que le monde de ces aristocrates techno-financiers ne veulent pas. Parce que ça ne se calibre pas. Et pour moi, la crise là que nous vivons aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ce refus de tout un monde de la chose qui ne peut pas se calibrer. La vie, en fait. C'est important pour des financiers, pour des gens qui essaient de prévoir les choses. Tu parles de la vie. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en obstétrique et même dans la gestion de la fin de vie, tu vois, j'emploie délibérément ce mot. Oui. Depuis qu'on médicalise ces passages, on est là-dedans. On est dans une espèce de prévention, donc qui installe des protocoles pour éviter que... Parce qu'il y a cette sensation de sécurité avec ça. Mais moi, je crois beaucoup quand même à cet enseignement qui passe par cette action, en fait, par ce vécu. C'est quand même assez fascinant de voir. Tu sais, quand je disais que quand ces femmes s'engagent avec elles-mêmes quelque part, qu'elles assoient. C'est sûr que là, je parle quand il n'y a pas de situation médicale majeure, on s'entend, hein. Eh bien, il y a quelque chose qui parle aux personnes qui sont autour, qui dépasse le rationnel. Parce que je l'ai vu à répétition. Et donc, je voyais bien que finalement, ce qu'on a vraiment besoin, en tout cas, d'engager, moi, c'est mon enseignement aux femmes, c'est mon enseignement autant pour les grands passages, on va dire, de retrouver cette autorité personnelle, autorité dans le sens expression vraiment de ce qui émane d'ici et que je sens qui est juste pour moi. Et dans cette justesse, on est très étonné de la réaction autour. Mais dans cette justesse, il n'y a pas de positionnement de revendication ou contre. Je parle d'une salle d'accouchement, hein, ok? Je ne vais pas parler du reste. Et parce que moi, je l'ai vu, je leur ai dit, si tu arrives et puis que tu brandis tes papiers, puis que tu essayes de gérer le truc, ça ne marchera pas. En fait, c'est d'aller chercher vraiment cet espace à l'intérieur. Puis en fait, ce qui me venait aussi, c'est correct, Delphine, je parle. Puis je viens de perdre mon idée. Bon, ben, Attends, je trouve là.
Tu vas la retrouver. Le temps que tu retrouves, Nous, c'est OK. moi j'ai été témoin, hein, donc mais ce qui m'a touché aussi dans ce moment pour la femme, c'est qu'il y a un moment où aussi elle s'engage, mais elle s'abandonne. Oui. C'est un Ça, paradoxe. je voulais parler. Tu vois, je savais. J'allais en parler. Parce que c'est un J'allais engagement rebondir. particulier. Tout son être s'engage et en même temps, elle s'abandonne à ces forces qui la traversent, Oui. C'est impressionnant. C'est énorme, en fait. Et on peut transposer ça dans la vie. Mais en fait, c'est ça, hein, il y a cette préparation qui est plus cognitive puis qui est mentalisée. Bon, il y a tout ça. Mais le mouvement nécessaire, que ce soit, en fait, quel que soit le grand passage, parce que le dernier passage, c'est la même chose. Mais souvent, moi, dans les formations, puis je le disais aux professionnels, est-ce que vous pouvez imaginer finalement comme ce qu'elle doit lâcher? Et c'est ça, en fait, ce grand moment où une femme abandonne tout, elle accepte éventuellement la mort. Complètement. Exactement. S'il n'y a pas Il y a ça, pas de... il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas l'acceptation de la mort, il n'y a pas de naissance. Et c'est cette espèce de, j'imagine en Wu Tao, il y a un équivalent au niveau du souffle, mais OK, c'est encore ça que ça dit. Je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas si je vais survivre. Je n'ai aucune idée où je m'en vais, mais j'y vais. Mais c'est énorme ce qu'il faut lâcher. L'initiation, elle est dans ce souffle-là. Tout à fait. C'est le grand cycle de la vie. Et ça me rappelle lorsque j'étais en service d'oncologie pour accompagner la maladie et la mort de Christine, où les infirmières signifiait que j'entendais en fait dans la chambre d'à côté quelqu'un qui, je me demandais si Christine entendait ou pas, mais j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui hurlait régulièrement. En fait, il y avait un patriarche, je dis un patriarche parce qu'il y avait toute sa famille qui était là autour, qui circulait dans les couloirs, les enfants, les petits-enfants, etc. Et j'ai posé la question à l'infirmière me dit, mais il lutte, il n'accepte pas qu'il va mourir. Oui. Et toutes les personnes que nous accompagnons qui n'acceptent pas de mourir, qui ne s'abandonnent pas à la mort, meurent dans des souffrances terribles. Oui, ça fait mal. Or, j'ai vu Christine l'accueillir, l'accepter. Alors, c'est un témoignage comme l'autre, ça reste subjectif, hein, mais quelque chose s'est abandonné aussi. Alors, c'est un processus encore différent. Je repensais à la notion d'engagement et je réfléchissais quel peut être l'engagement à mourir, mais c'est peut-être l'engagement à déposer avant de mourir, qui pourrait amener à ce que partage Imanou, c'est de mourir avant de mourir pour ne pas avoir à attendre la mort pour tout déposer. Je vous pose une question aussi, parce qu'il y a une question qui est arrivée de Corinne Nessen, disant dans notre situation actuelle, comment se fait cette traversée, puisque vous évoquiez une traversée. Au travers de la question, j'allais arriver à ça justement, je voulais faire un pont parce que oui, pour moi, le pronostic étant prononcé, je n'allais pas survivre ou c'était soit l'enfant, soit la maman. On m'a demandé de choisir. On a demandé à Paul de choisir. Et j'ai dit à Paul, j'en ai assez. Alors ça, c'était un petit peu en amont. Écoute, on va prendre le temps, on va prendre tout ce qu'il y a de bon et on va vivre ce qu'on a à vivre. Et puis, le moment arrive et ce moment-là, et ben, quand j'y suis allée, j'étais dans cet état de total. Je dis, je ne sais pas ce que je vais aller rencontrer, mais j'y vais et je n'ai pas d'autre choix. Et le parallèle que je faisais, justement, chemin faisant, en écoutant aussi ce que tu disais aussi du partage de Christine quand tu l'as accompagnée, et aussi ce que pose Corinne Nissen comme question, et c'est exactement la même chose. Je suis prête. Et je ne suis pas non prête à ne pas avoir peur ou à fuir ou ceci, cela. Je suis prête à mourir. Je suis prête à mourir à tout ce monde. Je suis prête et c'est ça qui me taraude et qui me donne à la fois cette effervescence. Je sens que je vais mourir. Je sens que quelque chose va mourir. Je sais je ne serai plus la même. Je ne suis déjà plus la même depuis le début, mais je sens que quelque chose est en train de se faire. Et je n'ai pas peur de la mort. Je dois y aller, je dois passer à cette transformation. Et je vois que toutes les personnes au quotidien qui refusent ça,
cet abandon à ce moment Mm. où et je vois même qu'il le feint aussi. Hein, voilà, je ne le juge pas, mais je le perçois, je le vois. Je dis, mais quand tu es traversé de ça, et ben, à un moment donné, et ben, tu sais pas, mais tu vas y aller. Et tu vas retrouver ce grand mystère. Et si je dois mourir ou je dois continuer, quelle que soit la forme que je vais prendre, j'en étais même là, tu vois, au moment de la naissance, de l'accouchement. Et du coup, voilà, je trouve que on y est exactement. C'est d'accepter ça au jour d'aujourd'hui. Mm. Mais d'être par contre total. Moi, c'est toujours ce que j'ai aimé avec toi et je me suis dit, ah là là, mais je le redis encore, je t'avais dit, si j'avais pu t'avoir en tant qu'accoucheuse, en tant que meneuse, en tant que... j'aurais dansé ma naissance, mon accouchement et du coup, j'aurais dansé aussi, voilà. Et là, je me prépare à danser cette nouvelle naissance. Pour l'anecdote, la personne qui accompagnait Imanou, quand Imanou a commencé à vouloir chanter des chants primordiaux pour elle, Waouh, j'étais en prise. elle l'a stoppé, elle l'a arrêté. M'a fait chut. Alors, on en avait déjà. Donc ça, là, et derrière, ça a activé quelque chose pour Imanou. Oui. Donc, entre ses origines, les origines créoles, la relation au blanc, à tout ce monde. Et là, c'était fini. Voilà, en Ça a dehors d'une bloqué. série d'humiliations un petit peu avant. Mais tout ça, pour moi, je me dis, et je le redis, c'est ce mystère-là. Et je veux être totalement conscient de ce passage que nous sommes en train de vivre. J'espère que ça... Parce que c'est vraiment ce à quoi on se prépare. Donc, Corinne Nessen, la réponse, c'est de faire du chant du souffle, de chanter des chants primordiaux Et le souffle, dans cette traversée de ce qui se passe. le chant du Oui, souffle. la traversée, elle inclut des peurs, elle inclut des absolument. doutes, elle inclut de respirer là-dedans. C'est pas juste une traversée cuit-cuit les petits Oui, oiseaux. les petits oiseaux, pas du tout. Maintenant, ça me prend en tripe. Voilà. Est-ce que je peux embrasser tout ça? En fait, c'est ça qu'on a à faire. C'est comme, OK, je ne le sais pas. Combien de fois, tu sais, on peut aussi juste accepter de dire, ben, je ne le sais pas exactement, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Peut-être demain, je saurai. Peut-être dans 2 ans, je saurai. C'est ça, il n'y a pas de technique. Il y avait une idée intéressante, hein, alors, qui est une idée mais qui est une piste qui peut quand même nous inspirer. De Sergueï Gorski, qui était un Russe qui était un théoricien des systèmes et qui donc avait vu au travers des différentes religions, différentes approches de la naissance, de la mort, aux différentes techniques de méditation, aux différentes approches contemporaines allant donc de la respiration holotropique au rebirthing, etc., au Qigong, au pranayama de yoga, il avait vu qu'il y avait en fin de compte un système qui parlait de la même chose. Donc l'intérêt de ces chercheurs-là, c'est qu'ils arrivent à voir la trame qui a donné un langage, des couleurs et qui nous fait croire que c'est différent alors que ça parle de la même chose. Et donc, il avait donc extrait quelque chose d'intéressant où il avait fait un lien avec les ondes cérébrales. Et donc, l'idée, donc, c'est que l'évolution des ondes cérébrales d'un enfant va jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'adolescence, dans une évolution où la dernière onde, qu'on appelle l'onde bêta, qui se met en place, est une onde qui donne un langage abouti, qui est le langage mathématique, pour le plus abouti. C'est-à-dire, un signe n'a qu'un seul sens. Et dès que je descends dans les différents langages, je vais avoir des dominantes d'ondes alpha, d'ondes θ, delta, suivant que le langage redescend dans des peuples primordiaux où le signe peut dire plein de choses suivant le contexte. Ce qui nous donnait une sorte de lecture des peuples et quelle dominante ils avaient de fonctionnement d'ondes cérébrales. Et après, il a transposé ça aussi au niveau de la naissance. Il a vu qu'au niveau de la naissance, il y avait un moment des modifications des ondes, pas seulement du bébé, mais des ondes aussi de la maman, et sur lequel on pouvait même donc prévoir l'arrivée de l'accouchement parce que des ondes commençaient à changer et l'état de la maman, si on ne le perturbait pas, rentrait dans une transe donc d'ondes, etc., qui est la même chose dans la transe amoureuse aussi.
hein, où d'un seul coup, quand on est en transe amoureuse, on a des distorsions du temps, on a des distorsions des tissus, on peut faire des choses, on a même les jambes qui se mettent à faire des écarts qu'on ne ferait pas en cours de yoga, Ouais. etc., etc. Donc, on rentre en transe. Et donc, cette idée-là, pour lui, était liée aussi à la respiration et à la façon dont la respiration se mettait aussi en activité. Et donc, le fait de pouvoir agir sur la respiration permettait ou favorisait en tout cas la venue de cette onde de transe qui permettait cette traversée, etc. Et donc, il a fait un lien aussi au niveau de l'évolution du corps social, où nous serions là actuellement dans une matrice, et cette matrice-là qui presse, annonce une naissance. Et donc, la chose qu'on pourrait faire, c'est effectivement de prendre soin de son souffle. Voilà, de prendre conscience de son souffle, de le chanter un peu, de le danser, chanter quelle que soit la manière, avec pranayama si ma formation est plutôt là, qigong, martial, pourquoi pas, avec un peu plus comme ça si c'est mon chemin, peu importe, mais en tout cas, de pouvoir acter, bien sûr, le Wu-Tao et le chant du souffle, d'acter ça avec une présence à soi, et à ce moment-là, dans le dessin des ondes qu'il avait fait, la matrice s'ouvre. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un col serré, le col s'ouvre. Et là, il y a quelque chose qui se passe, et donc la réponse, en tout cas auquel nous croyons et que nous voyons, elle n'est pas bien sûr que politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire non. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut être capable de dire non pour pouvoir dire oui. Et donc, je ne peux pas dire oui si je ne suis pas capable de dire non. C'est un faux oui. Donc, il y a un positionnement martial qui dit stop, non. Et dans cet espace-là, d'accompagner par une présence et un chant du souffle qui vers l'aventure, vers le mystère, vers, je ne sais pas, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui presse, il y a quelque chose, voilà. Et je voudrais rendre honneur aussi là à quelqu'un qui, dans ce contexte-là, a émergé dans sa pensée, pour moi, s'est révélé, c'est vraiment Louis Fouché. Et Louis Fouché, qui a été formé à la communication non violente, qui a été formé aussi par les colibris à la permaculture, dont il en a tiré de l'intelligence transversale. Mais je pense qu'aussi la qualité qu'il a, parce qu'il ne refuse pas l'idée du combat, l'idée de se confronter. La confrontation. Voilà. Alors que beaucoup de personnes que j'avais pu rencontrer dans l'idée de la non-violence étaient plutôt dans le refus du combat. Et lui, je pense que sa formation martiale, il l'a de son métier d'anesthésiste réanimateur. Et ça lui a donné il n'a pas pu fuir. Donc, il a eu ces expériences-là, il a eu cette traversée qui lui donne toute la qualité où aujourd'hui il fleurit d'intelligence. Vraiment, c'est un être qui fleurit, voilà. c'est beau. Donc, un petit coup de chapeau au passage à Louis Fouché, où moi je vois justement cette rencontre entre la martialité, la relation à la mort, à cette porte-là, et en même temps au renouveau, à la naissance et à cette nécessité que quelque chose d'autre doit apparaître. On arrive à la fin de ce moment-là et on a un petit peu d'ailleurs dépassé, mais j'ai vu qu'Imanou, tu voulais dire quelque chose au niveau du souffle à un moment donné quand Paul était en train de parler, et puis on laissera la parole à notre invité pour le mot de la fin. On prenait soin de son souffle et c'était, je ne me reviens pas, c'est ça ne me reviendra pas. Ah là là. Pourtant, c'est pas grave. En fait, tout est dit, tu sais, prendre soin de son, je pense que c'était prendre soin de son souffle. Le plaisir de se régaler de son souffle, de ces moments de... Oui, et c'est un témoignage, en fait. Voilà, c'était que pour moi, jouer avec mon souffle, mon souffle pulmonaire avec lequel je peux jouer, était la partie visible de la partie invisible. Et c'était vraiment, je faisais comme c'est vraiment, je pense toujours Saguenay, à la baleine qui plonge 20 minutes. Et là, c'est ce souffle qui se pose et puis qui va reprendre son souffle. Et c'est un jeu d'apparence. J'arrive au monde, je repars et je reviens au monde et je repars et voilà, c'est tout.
Et voilà, et nul ne sait vraiment Et ce qui nul se ne sait vraiment. passe entre tout ça. C'est de la poésie. Et le souffle contient à la fois notre premier inspire, notre naissance, notre dernier expire, notre dernier soupir, l'expire, la mort, et contient l'espace entre les deux, c'est là aussi où se situent les portes initiatiques qu'on explore dans le chant du souffle du Wu-Tao, ce silence respiratoire en haut de l'inspire, et en bas de l'expire. Je sais qu'avec Immanou, on s'était amusé à penser qu'il y avait la conception pour la naissance et qu'il y avait le temps peut-être de l'inception avant la mort, qui est aussi une autre préparation, une autre matrice pour le prochain passage. Et tout aussi belle. Le cycle du vivre et le cycle du vivre ensemble, parce que voilà, on a le Voilà, cycle poésie. du vivre ensemble, puisque là, si nous sommes dans une grande naissance et une grande matrice de cette humanité, et qui donc décidera que ce soit aussi une grande naissance cosmique ou pas. Bon, en tout cas, voilà. Isabelle, Immanou et Isabelle. Non. Oui. Paul, un dernier mot, Isabelle, un dernier mot. Un dernier mot, écoute, en fait, ce qui me venait quand Ima nous parlait, c'était parfois, en fait, ce relâchement dont on a parlé. Tu sais, il y a la tension, on peut, et on ne sait jamais quand est-ce que ça va lâcher. Moi, j'ai vu des gens partir et finalement. Complet? Oui, pour 2021, c'est complet. Mais ça, c'est le cadeau, en tout cas, d'avoir pu ouvrir nos portes beaucoup plus largement. En fait, l'accès Zoom permet à des femmes des îles, de partout dans le monde, de se dire « Hey, j'aimerais rencontrer cette femme, j'aimerais entendre parler de ça. » Puis là, ça devient possible. Donc, ça, en tout cas, oui, ça a ouvert cette porte-là. Donc, toutes les dates 2022 sont en ligne avec justement quand même des nouveautés dans ce qu'on propose. Et puis, vous avez tous les ouvrages. Alors, je ne sais pas si là, sur le fil d'actu, les livres et les ouvrages d'Isabelle que j'ai cités tout à l'heure au courrier du livre, si Isabelle Chalut et Voudia, la maternité au féminin, aller-retour vers l'au-delà, rituel de femme pour réenchanter la maternité. Si les liens peuvent être indiqués là je peux mettre mon site dans le lien. Puis sur le site, tout y est. Super, Isabelle. On fait ça. Ton actualité, ton actu rejoint à double titre l'actualité de la rentrée pour le Wu-Tao, puisque demain, on se donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent. Le e-learning, le pré-lancement du e-learning de la Wu-Tao School se fait au 1er octobre. Et demain, on organise des portes ouvertes en ligne. C'est pareil, vous allez avoir toutes les coordonnées qui vont apparaître. Si vous voulez, alors je crois que c'est 18h30, 19h30. Quelque chose comme ça, je crois. Demain mercredi. Pour demain mercredi. Soyez nombreux, nombreuses, posez des questions. On a 2 petits cadeaux aussi, 2 petites surprises, des avant-premières à vous proposer demain en ligne. Il y aura toute l'équipe de formatrices, de formateurs qui seront là. On en a parlé, donc c'est déjà plus de l'actu. Demain 18h30, heure française. Voilà. Oui. Préciser. Donc midi, heure canadienne. Voilà. Ouais. Heure du Québec, parce que heure du Québec. Dans l'Ouest, ils vont avoir encore une autre heure. Et puis, le livre qui est paru en mars, mais là, on en a parlé, Le chant du souffle. Donc, le souffle du Wu-Tao, éveiller l'âme du corps, qui est paru au courrier du livre. Vous pouvez, pareil, on va remettre aussi le lien pour le commander sur le site de Très Daniel Éditeur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve mardi prochain, en sachant que ce n'est pas encore confirmé pour l'invité, donc surprise du coup de mardi prochain. Alors, en tout cas, on sera ravis le mardi suivant d'avoir Philippe Guillemont qui sera en ligne et qui nous fait le plaisir. Il est très occupé, mais bon, pour l'instant, voilà, il essaie de maintenir au maximum ce rendez-vous avec nous le 12 octobre prochain. On est vraiment ravis. Quoi dire d'autre? Moi, voilà, ce que je voulais dire, c'était vraiment, on a parlé de la naissance, on a parlé de la mort, et c'est vraiment, on est dans la vie, là, en ce moment, et que toutes ces portes sont initiatiques, ce sont des enseignements pour que nous soyons enseignés pendant que nous sommes en train de vivre ensemble, et sans doute que la grande révolution, c'est ça, c'est de pouvoir vivre la transformation tous ensemble maintenant.
Et je vous embrasse. Moi Je aussi. vous dis, Aussi, à Isabelle. très vite, Isabelle, Isabelle. embrassons. Merci beaucoup. Très fort. C'était un plaisir que du bonheur. Et Oui. j'espère qu'on te serrera bientôt dans nos bras et que Oui, tu pourras vraiment, j'ai hâte. serrer dans tes bras aussi très vite. Voilà. Un jour, on va reprendre des avions. Mais merci Ouais. beaucoup d'organiser ces discussions. Merci. Ouais, moi, je me suis Merci à toi. régalée et ça a ouvert le champ du cœur. Peu de douceur. À bientôt. Merci pour ce À mystère. bientôt. Merci Delph, toujours d'être là et d'accompagner aussi. Et bonjour au Québec. Et bonjour. Oui, le Québec rougit en ce moment. Ah oui, la beauté. Ah oui, c'est très beau, le temps des couleurs. Ah, c'est le temps des feuilles rouges. À bientôt. Voilà, Céline, je te laisse nous dire quand tout sera terminé. Merci à Marie-Aliette et merci à Céline Lally et à Marie-Aliette Delano qui Œuvre. nous accompagnent. Elles ne sont pas visibles à l'écran, mais elles nous accompagnent pour ces moments pour que ça puisse exister avec vous. Merci à